3 invités chaque soir avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché dans Smart Bourse. Igor Demac est à nos côtés ce soir, conseiller en gestion chez Vital Épargne. Bonsoir et bienvenue Igor. Bonsoir Grégoire. Alexandre Taïeb nous accompagne également, gérant chez Sycomore Asset Management. Bonsoir Alexandre, bienvenue. Bonsoir Grégoire. Bienvenue à Pierre-Alexis Dumont également. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir Grégoire. Le directeur de la gestion actions et convertibles de Groupama Asset Management. L'actualité du jour, c'est le coup d'envoi de la campagne de publication d'entreprise pour le 3e trimestre. Ça commence aux États-Unis avec notamment le secteur bancaire. Bon, pour l'instant, on a 2 banques qui ont publié, donc je ne vais pas vous demander les enseignements définitifs de cette saison de résultats, mais quand même, JP Morgan, c'est une des plus grosses banques du monde, la première banque américaine aujourd'hui, Pierre-Alexis. Alors, je retiens que les revenus de trading ont bondi de 30%. Les commissions de la banque d'investissement, oui, il y a eu des IPO, du M&A, c'est plus 9%. J'ai surtout vu le niveau des provisions là, qui a reculé de manière très spectaculaire pour revenir sur ces niveaux d'avant-crise. Exactement. Quelle est la lecture un peu globale qu'on peut faire des résultats de JP Morgan ? Ils sont très bons et ils traduisent la santé insolente de JP Morgan. Là, c'est clair. Après, il faut quand même remarquer que si on regarde un peu la séquence de résultats qu'on a eu chez JP Morgan, c'est quand même une banque qui a fait exception, même dans les banques américaines. Donc on a vraiment une exception, notamment sur la partie finance de marché. Ils ont vraiment capté énormément de parts de marché sur cette partie-là depuis maintenant 4 à 5 ans. Et ils continuent, visiblement, là, ils sont sur des dynamiques incroyables. Ils sont sur tous les deals, ils sont partout. Voilà. Au niveau global, y compris en Europe. Y compris en Europe, oui. Y compris en Europe. Donc on a vraiment une situation à la fois particulière, et puis après, on a des enseignements, en effet, qui à mon avis, seront pour le secteur. C'est que, comme d'ailleurs ce qui a été le cas au 2e trimestre, on ne s'attend pas aux États-Unis à des résultats qui valide le redressement. Et en Europe, on ne s'attend pas à des catastrophes telles que ceux qu'on avait eus à la précédente crise. Pour nous, on a vraiment... ça valide le fait que, contrairement à la crise précédente, on n'a pas une crise financière, on a une crise de l'économie réelle qui se transmet aux financiers. Et pour l'instant, au niveau financier, ça tient. Alors, il y a beaucoup moins de dynamique en Europe, faut reconnaître ça, notamment sur la partie banque d'investissement, ils souffrent, et aussi sur la partie coût, ils ont plus de mal, mais on n'a pas du tout de catastrophe. Il n'y a pas de crise bancaire aujourd'hui. Il n'y a pas de crise bancaire. Non, mais c'est un point important. Et ce qui affecte aujourd'hui le secteur bancaire, il faut bien le comprendre, c'est pas tellement les résultats actuels, c'est plus le fait qu'on soit sur des taux longs très longtemps, très bas, notamment en Europe, qui font penser que il n'y aura pas de pontification de courbe, et sans pontification de courbe, vous avez toute une partie du business, du business model des banques qui est remise en question. C'est très compliqué. Je redonne juste l'ordre de grandeur entre la première banque américaine, JP Morgan, et la première banque européenne. JP, ça doit être 350 milliards de dollars de market cap, voilà, quasiment 400 milliards. BNP, c'est 50 milliards. 50 milliards. Voilà. Il faut savoir qu'avant crise, on n'était pas loin. C'est important. BNP était quasiment au niveau de JP Morgan avant... la grande crise financière, avant la crise il y a 12 ans, 12 ans en arrière. Non, juste les grandes banques américaines, s'il n'y a pas de choc sur les marchés actions, et les marchés actions américains, il n'y a pas de choc. Le Dow Jones, il est plus ou moins étal, un peu négatif, positif, ça dépend des jours. Le Nasdaq, il est stratosphérique. Il y a beaucoup d'émissions obligataire, la sortie du Covid, donc ça alimente. Donc s'il n'y a pas de choc sur les marchés actions, s'il y a une politique monétaire qui est très accommodante, s'il y a une relance budgétaire, une grande banque comme JP Morgan et globalement le secteur bancaire, ce que vous disiez, il ne peut pas vraiment être très mauvais aux États-Unis. Et j'allais dire, même en Europe, il sera moins bon parce qu'intrinsèquement, il est moins puissant, moins dominant. Sauf qu'on a quand même remarqué depuis quelques mois que le secteur bancaire européen, il a repris ses fusions-acquisitions. Intesa avec Ubibanca, Commerzbank avec Deutsche Bank, Caixa Banca. On se rassure, mais moi, quand je vois la valorisation de la Société Générale, je me dis toujours, il y a quand même un sujet. Non, mais... Petite parenthèse, c'est l'agence Reuters qui nous rapporte le plan de Jean-Pierre Mustier chez Unicredit. C'est pas nouveau. On sait qu'il veut séparer les activités italiennes et les activités internationales d'Unicredit. La rumeur du jour, c'est qu'il veut aller vite sur ce plan. Il y a un renouvellement du conseil qui est prévu en 2021 chez Unicredit. Il veut quand même pousser ses pions assez vite
pour essayer de mettre en place cette scission. Il y a plein de problèmes techniques. L'informatique, notamment, est une barrière importante quand on parle de fusion ou de scission dans le secteur bancaire. Mais comme vous parlez de Société Générale, je mets ça sur la table. Il a fait un petit passage. Ah ben non, mais bien sûr. Mais non, mais parce que là, les exemples de fusion que vous avez donnés, c'est des fusions domestiques encore. Oui, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison de faire des fusions transfrontalières. Bon, à part le BNP Fortis qui était en fait un résultat de la crise financière, mais je veux dire, le secteur bancaire n'est pas inquiétant dans cette crise, et c'est pour ça que les niveaux de valo en Europe sont encore plus attractifs, je trouve, aujourd'hui. On regarde la capitalisation en fonds propres des banques. Bon, alors je sais que c'est très value. Là, on va dans le non consensuel. Aux États-Unis, le secteur bancaire, il est très différent. Mais il n'a pas de problème parce que sans choc véritable sur les marchés actions, la vol, sans ce qui s'est passé chez Lehman Brothers, c'est-à-dire un arrêt total du système de financement international, le secteur bancaire américain, il me semble pas très en danger sur les résultats en moyenne. Alors il y en aura des bons. Mais par contre, faut noter que il y a un secteur bancaire en Europe qui ressemble à celui des États-Unis, c'est le secteur bancaire nordique, mais parce que vous avez un système qui est où il y a une stratégie qui est plus claire. Moi, je pense que le gros problème de la zone euro, on a essayé de faire du transfrontalier, on voit que ça marche pas. Là, on essaie de restructurer les réseaux en disant ça va coûter ça va coûter une fortune, et on sait qu'il y en a pour des années et des années. C'est plus, à mon avis, des questions un peu de stratégie. On voit quand même qu'il y a quelques banques qui commencent à avoir des stratégies qui commencent à payer. On peut citer Intesa en Italie qui a vraiment aujourd'hui pris de la part de marché et a affiché une très belle résistance au deuxième trimestre. Donc je pense que c'est plus un problème pour les investisseurs de se projeter de secteur. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils vont devenir juste des pseudo-banques Internet, mais avec une restructuration derrière énorme, et donc on ne sait pas trop. Je pense que c'est plus ça aujourd'hui. Et le deuxième point, à mon avis, qui me semble clé, c'est que les banques de la zone euro ont des retours sur ce qu'on appelle ROE, des retours sur capitaux qui sont trop faibles. Donc les banques, les investisseurs se disent, au moindre coup de grisou, je me prends une augmentation de capital. JP, c'est 13%. Je crois 13-14% de retour sur capitaux investis, sur capitaux propres. On parlera des fintech, je le rappelle, dans le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Ce sera intéressant après les premières publications dans le secteur bancaire. Alexandre, vos commentaires sur les banques et puis sur cette saison de résultats au global, peut-être. Oui, dans une optique de marché, ce qui est intéressant de regarder, je pense, c'est les contributeurs des bons résultats de ces banques. Et on voit aujourd'hui la grande différence entre les banques américaines et les banques européennes, notamment. C'est l'activité de trading et l'activité d'asset management qui apporte ces bons résultats. JP Morgan est un peu au-dessus de ce qu'on attendait. BlackRock est très au-dessus de ce qu'on attendait. Alors que l'activité l'activité classique bancaire, est un petit peu dormante depuis quelques années maintenant, et ça risque de durer. Alors on a un petit mouvement de repentification de la courbe aux États-Unis, ce qui donne un peu d'air à ces banques-là, mais on ne l'a pas du tout en zone euro. Donc je pense que c'est les deux gros drivers de résultats entre les banques européennes et les banques américaines. Ça, c'est une chose. Et puis sur la saison de résultats de manière générale, on attend quand même des résultats presque catastrophiques. En zone euro, de mémoire, c'est moins 30% de bénéfices par action qu'on attend pour 2020. Aux États-Unis, c'est moins 15%. Ça comprend les GAFA. Qui vont faire du 0+, c'est ça, grosso modo. Voilà, qui vont faire du 0+, qui vont être en ligne avec le consensus globalement. J'espère que ça laisse place à des surprises positives. Ce qu'on voit avec le début de cette saison de résultats. Aujourd'hui, on est dans une situation de marché où, globalement, on en parlait avant, on a peu de repères. La saison de résultats va servir de repère pour d'ici à la fin de l'année. Donc c'est quand même c'est toujours un temps fort des marchés. Mais d'autant plus dans cette période de crise et d'incertitude totale. Oui, je pense que la saison de résultats joue autant que l'élection américaine, parce que l'élection américaine, ça va durer 2 jours, ce qui va se passer sur le marché. Ouais. La saison de résultats, ça va perdurer, et les perspectives pour le 4e trimestre. Quand vous dites j'espère qu'il y aura des bonnes surprises, vous les envisagez plutôt de quel côté? Du côté des gagnants de la pandémie, qui sont déjà quand même très bien identifiés par le marché, les GAFAM pour dire les choses simplement, ou est-ce qu'il y a aussi possiblement des bonnes surprises sur des secteurs qui sont au fond du trou, alors très stressés, qui
qui était déjà peut-être faible avant la pandémie. Est-ce qu'on peut avoir des surprises de ce côté-là aussi? Alors, entre les secteurs qui ont bien réussi et les secteurs au fond du trou, il y a un peu un peloton. Ouais. Dans ce peloton, on peut avoir des bonnes surprises. Ouais. Je pense à la consommation discrétionnaire. Je pense à la consommation de base. Il peut y avoir également de bons résultats dans le transport, ce qui a très bien marché d'ailleurs sur le marché notamment américain. Donc là, on peut avoir de bonnes surprises sur l'automobile, les banques. J'ai un peu plus de mal, même si on a vu quelques bonnes surprises sur les banques américaines, j'ai un peu plus de mal à voir quelque chose très au-dessus des attentes pour ce trimestre. Sur l'aéronautique, je pense que Igor et puis Pierre-Alexis a des très bons résultats. Non. Et la consommation discrétionnaire, LVMH. On aura LVMH cette semaine, chiffre d'affaires, mais c'est quand même après, une bonne température. C'est une bonne température, non seulement sur le rebond de la consommation, sur la réouverture de la Chine, puisqu'on sait que la Chine, elle, a redémarré et siphonne véritablement la relance mondiale. Moi, je trouve que c'est intéressant ces résultats parce que depuis quelques semaines, je ne sais pas si vous partagez, mais on avait des révisions à la hausse des bénéfices, notamment sur 2021. Enfin, on avait ce fameux K-shape, en fait, cette espèce de K avec un fort rebond pour certains et les contributeurs. Donc, moi, je trouve qu'elle est très intéressante, cette saison de résultats, à ce titre, parce que, en fait, pour des analystes, je pense que c'est très, très dur de ciseler sa séquence de résultats, puisque on a un système économique qui a été disrupté. Mais donc, c'est plutôt des confirmations qu'on attend, c'est ça, la confirmation du cas, qu'il y a deux mondes aujourd'hui qui se fracturent. Oui, avec un cas avec une barre du bas un peu plus petite. Voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est le ventre mou. Ça va devenir des hiéroglyphes. Voilà. Non, mais c'est-à-dire, par exemple, le secteur de la construction, on voit un redémarrage. D'accord. Voilà, donc ça, c'est typiquement... Ceux qui plongent sont moins nombreux, vous dites, que ceux qui gagnent. Pierre-Alexis et puis Igor, voilà, exactement. Ce qu'on attend en changement entre le deuxième trimestre et le troisième trimestre, c'est qu'il y ait plus de secteurs, notamment sur la partie conso discrétionnaire. On parle du luxe, même l'automobile, finalement, avec le rebond de la demande chinoise, ça va être en amélioration séquentielle. Donc, on puisse continuer à se projeter. Donc, on a une amélioration séquentielle anticipée, plus le fait que les anticipations pour 2020 et 2021 continuent à se redresser, puisque là, on a eu un point d'inflexion qui grosso modo, est positif pour les marchés et nous permettra de continuer à se projeter. Mais c'est vraiment ce ventre mou-là. Voilà. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est sûr, c'est que les grands gagnants vont continuer à être les grands gagnants. On a eu quelques publications, notamment les pays nordiques, les Zalando & Co. Oui, Zalando est plus haut. Voilà, c'est un carton, ça compte, et la croissance est supérieure à des croissances qui avaient déjà été révisées en hausse avec upgrade des guidance. Donc c'est là-dessus, on va continuer à être confiant sur cette partie, sur ce segment-là. On ne s'emballe pas en projetant des trajectoires Covid sur un environnement demain qui sera peut-être plus un environnement Covid. Potentiellement, il y a peut-être un peu d'emballement, mais en tout cas, pour l'instant, c'est validé dans les chiffres. Tiens, peut-être prenons la loupe macro, j'allais dire, pour essayer de faire le lien entre les résultats et la dynamique macroéconomique. Déjà, il y a l'idée quand même, notamment aux États-Unis, qu'en 2021, les bénéfices des entreprises du S&P 500 auront effacé la crise. Est-ce que c'est concevable dans le contexte actuel? Alors, on va faire le lien avec les nouvelles prévisions du FMI, mais qui nous dit quand même, la chef économiste du FMI, que fin 2021, on aura toujours un manque à gagner de 5% pour les économies développées, États-Unis, Europe, par rapport à la richesse produite pré-pandémie. Donc, est-ce qu'on arrive à réconcilier les projections micro et les projections macro là, sur 2021, Alexandre? Moi, je me range du côté de l'économiste du FMI. Ouais. De dire on aura tout récupéré en 2021, il faut rajouter ce petit morceau de phrase qui est toute chose égale par ailleurs. Et on sait que c'est jamais vrai. Oui, c'est ça. Le disclaimer absolu donc les financiers. Je pense qu'avec un environnement particulièrement instable sur le Covid, l'environnement Covid, il sera toujours là en 2021. Globalement, on pourra parler. Et même avec l'attraction des gagnants du Covid, l'explosion des profits de certains secteurs, etc., c'est difficile d'imaginer que tout le monde s'y retrouve. Ça peut tirer la croissance vers le haut. Il va y avoir probablement des plans de relance massifs qui vont aider, parce que les premiers, ce qu'on appelle les premiers plans de relance, finalement, c'était des plans de soutien, c'était juste pour rester au niveau. Ouais. Là, aujourd'hui, on va être vraiment sur des plans de relance. Est-ce qu'on va avoir les premiers fruits en 2021 ? Peut-être. Mais globalement, je pense que c'est optimiste de dire qu'on va tout récupérer en 2021. Ouais, du point de vue des bénéfices des entreprises et de la croissance, la croissance macro et du bénéfice des entreprises. Pierre-Alexis, Igor. Juste pour compléter, ce qui est sûr, c'est
au moment de cette crise et du confinement, il y a eu un certain nombre de prévisions top-down qui ont été faites en disant voilà, on va perdre tant en PIB, et on va se retrouver. Et donc, sur des visions de rebond en U, ce qu'on a à peu près aujourd'hui, ils avaient mis entre moins 35 et moins 40. En Europe, on fait moins 35 et moins 40. Aux États-Unis, alors qu'on est dans les mêmes hypothèses, on ne fait que moins 16. Oui. Pourquoi ? Les GAFA. Et donc aujourd'hui, aux États-Unis, c'est pas impossible. C'est-à-dire parce que les GAFA en 2021... Ça va continuer à faire de la croissance, plus ou moins forte, mais en tout cas, on ne voit pas un retournement fort. Et après, si on a un redémarrage, alors après, tout dépend du temps de latence. C'est-à-dire que si on a le vaccin en début d'année, on peut avoir un redémarrage très fort. Ce n'est pas impossible. En Europe, ce sera plus compliqué, puisqu'on est à moins 37. Là, il faut vraiment... Mais c'est vraiment le gisement de valeurs et la façon dont sont construits les indices qui font aujourd'hui le fait que c'est peut-être possible aux États-Unis. En Europe, de toute façon, c'est pas prévu. Même aux États-Unis, c'est pire que ça. C'est en 2021, ils voient 4 ou 5% de croissance par rapport à fin 2019. D'accord. On serait déjà au-dessus du niveau agrégé des bénéfices d'entreprise de 2019 aux États-Unis. Aux États-Unis. Je pense qu'autant aux États-Unis, on peut assez bien prévoir la fin d'année et puis même l'année prochaine à cause de la composante GAFA. Autant en Europe, il y a quand même aujourd'hui un point d'interrogation sur les derniers mois de l'année. Parce que en France notamment, mais pas uniquement, le Covid pourrait de nouveau perturber énormément la fin d'année. Et si on rate 1 ou 2 mois, sachant que le mois de décembre, en termes de consommation, il est très important dans beaucoup de secteurs. Et il y a certains économistes qui commencent à dire au mois, au Q4 en Europe, dont la France, peut-être l'Allemagne, on frôlerait les zéros ou même la récession. Alors, c'est peut-être des gens trop pessimistes, mais si jamais on reconfinait ou on met des barrières trop strictes, sachant qu'en France, la situation semble plus difficile sur les cas de contamination qu'ailleurs. On n'est pas sûr d'arriver à ce fameux rebond. Et on voit bien que jusqu'à présent, la Chine et les États-Unis, dans des modes différents, ont géré mieux, je ne sais pas si c'est le terme, mais différemment. Et économiquement, les résultats sont plus spectaculaires dans ces deux zones que chez nous. Sur les GAFAM, Igor, et puis après, tour de table, mais alors... Que les GAFAM continuent à faire des bénéfices double digit, ça, d'accord. Est-ce que sur le plan boursier, ça continue de payer de la même manière ? Il y a quand même des vents contraires qui s'accumulent, en tout cas des discussions fiscales, réglementaires. On n'est pas obligé de rentrer dans le détail, mais on sent quand même que voilà, la sauce monte un peu de ce côté-là. Le marché se refuse toujours d'intégrer la moindre prime de risque sur ce groupe de valeurs. Est-ce qu'à un moment, on va avoir un décalage entre la bulle de profit, la machine à profit GAFA et la performance boursière? Non, je ne crois pas, parce que ce sont des sujets d'investissement qui sont considérés comme des actions souveraines. C'est quasiment des emprunts d'État, si vous voulez. En fait, moi, il me semble que les GAFAM sont considérés comme quasiment indestructibles. Les débats fiscaux sur une taxe sur le chiffre d'affaires ou une imposition mondiale, c'est pas ça qui arrêtera un GAFA. Ce qui arrêtera, c'est la partition, comme il y a eu aux États-Unis, sur les entreprises de téléphonie, etc. Donc le marché n'y croit pas. L'option démantèlement, c'est un truc que le marché, le marché ne croit pas. Il a un petit peu, il y a 1 an, 2 ans, mais pour l'instant, et puis ça serait dangereux, je pense, pour les Américains de le faire. Un enjeu de puissance. Puissance Chine-États-Unis. Alexandre, sur le cas d'investissement GAFA, là, ouais. Je rejoins totalement. C'est indestructible. C'est-à-dire que c'est pas indestructible. Il y a la problématique démantèlement beaucoup plus que la problématique fiscale. Je pense qu'ils sont assis sur de tels trésors de guerre que globalement ils ont de quoi payer leurs impôts. Néanmoins, sur la problématique démantèlement, on va dire le plus gros risque, c'est qu'aujourd'hui ils sont tellement indestructibles que des entreprises comme Google ou Facebook, c'est plus des entreprises, c'est des puissances mondiales avec un impact politique qui peut gêner un président américain. Là, on peut avoir des velléités de démantèlement. Mais en face, vous avez les mêmes champions, Alibaba, Tencent, qui eux ne seront pas démantelés du tout. Qui ne gênent pas les présidents. Absolument pas. Donc à partir de ce moment-là, alors il y a plus de risques avec Biden, parce que Biden a lâché cette petite phrase en disant « le marché n'a pas besoin de moi ». Mais dans le cas où c'est Trump, même si c'est une surprise, il n'y a absolument aucune possibilité pour que ce soit fait. Ouais.
Oui, Alexis. je rejoins le discours. Hein. C'est un tel enjeu de puissance dans le contexte actuel disons, d'une confrontation plus forte, voilà, pour être prudent entre la Chine et les États-Unis, que le démantèlement, c'est vraiment ça qui arrêterait, voilà, sera pas fait. Et après, sur la partie fiscale, c'est pas du tout évident, hein, parce qu'il y a une prise de conscience. Voilà. Après, il y a pas de consensus au niveau international. De toute façon, le multilatéralisme, ça ne marche plus depuis 20 ans. Ça ne marchera pas. Voilà, c'est désolé de le dire, mais c'est Trump ou Biden? Trump, Biden, ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Même Biden, vous voyez. Mais regardez, il n'y a plus un deal multilatéral qui est signé depuis 20 ans. Hein. L'ONU, c'est à l'arrêt, tout est à l'arrêt. Donc il faut. Et l'OCDE, c'était mort au départ. Hein, ça a été mort, voilà, mais c'est sûr. Et après, ça peut être, et c'est là où l'Europe est importante, des zones assez fortes qui, eux, sont prêtes à prendre des mesures. Mais alors là, il faut être prêt. Il faut savoir que s'ils font ça, il y aura des mesures de rétorsion qui sont très fortes. Il faudra l'assumer. Il y a plein de belles choses dans la taxe carbone aux frontières, oui, mais il y aura des mesures de rétorsion fortes. Hein. Donc il faut que l'Allemagne accepte qu'on ne vende plus de Mercedes aux États-Unis. C'est guerre commerciale, guerre technologique, guerre fiscale. Idem, si vous faites une taxe GAFA, il y aura des mesures de rétorsion. Donc, voilà, est-ce que l'Europe soft power va vouloir montrer un peu plus ses muscles? C'est la question sur les années à venir. La question fiscale, elle va être quand même, politiquement parlant, en tout cas, elle va être quand même très présente en 2021-2022, on imagine, Pierre-Alexis, hein, dans le sillage de la crise, après la crise qu'on aura vécue, la volonté quand même de refiscaliser un certain pan de l'économie, elle va être très forte. Elle est très française, et tant que c'est la France tout seul, mais c'est franco-français comme débat. Ça les fait rigoler, ils vont mettre une grosse taxe et puis on va arrêter. Hein, qu'est-ce que vous voulez? Non, mais on n'est pas de taille pour l'instant. C'est soit l'Europe, soit sinon la France. Soit la France ne pourra pas, ou le fera peu, ou sinon s'ils le font, on perdra tellement que de toute façon, all in all, en tout cas, si on regarde bien, ça changera pas la face du monde. Ouais. Non, mais en fait, la problématique d'imposer une taxe, c'est une espèce de remède a posteriori et de l'inexistence et de l'incapacité de l'Europe à fabriquer des GAFA. À faire émerger. Ouais. Et on pourra mettre toutes les taxes. Si les utilisateurs européens préfèrent Facebook à d'autres petites sociétés tech. Et donc aujourd'hui, on en est là. Donc tant que nous, on ne fait pas émerger, est-ce qu'on peut le faire émerger Non, je pense plus maintenant, en fait, entre guillemets. Donc c'est là le vrai sujet. Après, les sujets de taxes, je suis d'accord, le multilatéralisme, il est surtout en matière fiscale, je pense. Bon, et donc ça veut dire quand même, voilà, la conclusion, c'est que de ce point de vue-là, les GAFA n'ont pas grand-chose à craindre. Déjà, ils ont les réserves pour payer d'éventuelles amendes ou de retour de fiscalité, mais vous dites qu'ils n'ont pas grand-chose à craindre. Mais même quand Zuckerberg va au Congrès, il a l'impression qu'il n'a pas peur, donc américain, donc enfin dans une enquête. Donc je vois pas très bien pourquoi il aurait peur de l'Union européenne. Hein. Non, mais Pierre-Alexis, je pense que le plus gros danger pour les GAFA, c'est qu'ils n'arrivent plus à avoir les meilleurs produits. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que c'est utile, en tout cas, c'est perçu comme utile par les utilisateurs. Sinon, les gens ne l'utiliseraient pas. Hein. Et c'est vrai que ils savent très bien utiliser la technologie et les tuyaux qui sont mis à leur disposition pour faire des produits qui sont, entre guillemets, intéressants et perçu comme gratuit. On verra si l'iPhone 12 est perçu comme utile par les consommateurs, mais a priori, ça s'annonce plutôt bien. Il n'est pas gratuit. Celui-là, il n'est pas gratuit. En ce moment-là, Apple, normalement, doit être en train de lancer sa keynote pour sa nouvelle gamme d'iPhone 12 qui sera connectée 5G. Les analystes nous parlent d'un super cycle qui vient tous les 3-6 ans, peut-être chez Apple. Des analystes qui suivent Apple, chez Wedbush Securities, nous dit l'iPhone 12 va être le produit le plus important depuis l'iPhone 6. Je ne me souviens même plus quand ça date, si c'était en 2014. Voilà des cycles, super cycles comme ça, tous les 3-6 ans chez Apple. Oui, effectivement, on attend beaucoup d'Apple aujourd'hui. Ils font un événement à part. Ils avaient fait un premier événement avec la présentation de l'iPad et de l'Apple Watch, qui avait un peu déçu d'ailleurs, parce que ça n'apportait pas grand-chose en plus par rapport aux produits précédents. Là, il faut vraiment qu'il y ait un changement. Donc, on attend un iPhone 5G, peut-être un changement de design. De mémoire, Apple avait assez déçu sur les changements de design. C'était très long à partir du 6. On avait eu le 7, le 7 Plus, le 8, etc. Il y avait une petite baisse au niveau des ventes. C'est peut-être le seul risque pour Apple, c'est qu'il ne soit pas assez innovant. À l'époque, avant le 6, on était sur une entreprise qui proposait quelque chose que personne d'autre faisait. Et ensuite, les autres s'adaptaient. C'est revenu
avec le 10, enfin le X, avec la petite encoche, là, tout le monde a repris ce design-là. Donc maintenant, il faut qu'Apple soit à nouveau plus innovant et fasse quelque chose où tout le reste, toute la concurrence suit. C'est un peu ça qu'on attend. Et c'est moins évident aujourd'hui quand même. Et c'est moins évident. Et le risque surtout, c'est que s'ils ne sont pas assez innovants, il va y avoir un décalage en termes de technologie et prix. À un moment donné, quand il y avait eu cette stabilité ou cette légère baisse dans les ventes iPhone 7, iPhone 8, ils étaient encore aux écrans LCD, là où Samsung était passé à l'OLED. On avait des écrans sans bordure, là où on avait encore les bases. Donc, il y avait vraiment un décalage. Si Apple prend trop de retard là-dessus, ça donnera peut-être envie à une infime partie de la clientèle d'aller voir ailleurs. Mais globalement, ils sont quand même très très forts pour garder leur base de clientèle avec l'écosystème qu'ils ont. Ce qui est incroyable, c'est que sur une base installée, je sais pas, peut-être d'1 milliard d'appareils, les analystes nous disent, dans ce super cycle, si le super cycle se met en place, c'est peut-être un renouvellement d'un tiers de 250, 300 millions de pièces qui vont être renouvelées par les utilisateurs qui ont un iPhone depuis 2, 3, 4 ans aujourd'hui. Non, mais je pense que ça c'est un des points clés. C'est-à-dire que, en effet, je trouve que les produits Apple par rapport à la concurrence sont de moins en moins innovants. Et c'est vrai qu'il y a déjà aujourd'hui des combinés 5G en Chine qui existent depuis plusieurs mois. Donc attention là-dessus. Et le deuxième point, c'est que c'est quand même une des victimes potentielles les plus évidentes d'une confrontation Chine-US. Parce que c'était assez facile de sortir Apple du marché chinois. C'est beaucoup d'emplois en Chine quand même, Apple. Oui. À travers les sous-traitants. Et après, tout dépend du niveau de confrontation, tout dépend du curseur qu'on met. Si on met un curseur très élevé, à un moment... Pour l'instant, ils ont plutôt été épargnés. Pour l'instant, ils sont épargnés. Mais en tout cas, c'est des gens qui vendent des appareils à des Chinois en physique. Donc là, c'est assez évident que vous pouvez... ce qui n'est pas le cas aujourd'hui d'un Google qui a été sorti de Chine. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment le GAFA sur lequel vous êtes sensible. C'est son plus gros marché. Mais aujourd'hui, la confrontation sino-américaine... n'a produit quasiment aucun effet. Le déficit américain commercial, il est toujours abyssal. Les exportations chinoises sont quasiment 10% plus hautes que l'été dernier. Dit autrement, le stimulus américain fait tourner les usines chinoises aujourd'hui. C'est vrai, non, ce que je veux dire, c'est que la guerre tarifaire de Donald Trump n'a absolument pas empêché les Chinois de devenir des producteurs et consommateurs indispensables dans l'économie globale. Et Apple est intéressant, ce que tu disais, c'est qu'il est au cœur de ce dispositif, puisqu'il est en même temps un produit de consommation et en même temps un produit assemblé. C'est marqué assemblé et pas produit en Chine sur les iPhones. Et donc, si ce système continue à perdurer, c'est que finalement, tout ça est beaucoup de mots, parce que les deux puissances économiques sont toujours les mêmes et font toujours finalement des affaires ensemble. Et entre deux, il y a l'Europe qui patine. Et vous dites, ce thème de la guerre commerciale, ça restera un bruit permanent pour le marché? Est-ce que ça peut être des dommages? Quand même, plus ça dure, plus les dommages sont structurels et de long terme. Parce que là, ça s'est calmé, mais on comprend bien qu'après l'élection américaine, ça reprendra d'une manière ou d'une autre, que ce soit Trump ou Biden. Il y aura forcément une première prise de contact, si c'est Biden, avec le partenaire chinois. Moi, je pense en géopolitique, si la guerre commerciale atteint un niveau trop élevé, c'est plus commercial qu'elle sera la guerre. Donc, c'est bien ce sujet-là. Mais est-ce que ce sujet-là, il est à court terme? Pour l'instant, on n'en voit pas forcément l'étincelle. Mais quand on veut fermer les relations d'affaires avec un pays, vous le savez, les pays qui sont sous embargo, la Biélorussie, c'est qu'on est dans des situations de contexte politique quasiment insurrectionnel, voire guerrier, si on prend l'exemple du Haut-Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie avec la Turquie. Donc, voilà. Est-ce qu'on déstabilise tout le système économique mondial juste pour des tarifs? Est-ce que la Chine va attaquer les États-Unis? Je pense qu'on est quand même un peu éloigné. Oui, d'accord. Non, mais pour l'instant, ça fait quasiment 4 ans qu'il est là. Il n'y a pas de changement d'équilibre dans le monde économique. Il y a juste le précédent.
Ouais. Et donc la Chine a un précédent, c'est Huawei, qui a été sorti, qui a été sorti des marchés internationaux. Et donc voilà, je pense que la Chine attend de voir ce qui se passe aux élections, mais il y a quand même eu un précédent, et c'est les États-Unis qui l'ont mis en œuvre, qui était quand même le champion de la 5G et une des GAFA chinoises. Donc voilà, c'est pour ça, moi, que je me permets de dire attention à Apple, parce qu'on a eu quand même une légère gradation. Par contre, ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, ça se traduit pas, et Apple continue à vendre très très bien. Le cadre dirigeant emprisonné par-ci par-là. Voilà, et pour l'instant, le business se fait toujours. Oui. Sur le plan boursier, c'est plus 100% sur un an. Pour le titre Apple, on le rappelle, à plus de 2 trillions de dollars de capitalisation boursière. Alexandre, je voulais peut-être vous entendre, vous entendre là sur les prévisions du FMI. Alors les chiffres, je ne sais pas si il faut les commenter d'ailleurs, mais moi c'est cette phrase de Gita Gopinath, encore une fois, qui marque les esprits. Sortir de cette calamité qu'est cette crise sera probablement un processus long, inéquitable, très incertain. Il est essentiel que le soutien des politiques budgétaires et monétaires ne soit pas retiré prématurément. Est-ce qu'il y a un risque, justement, que le soutien monétaire et budgétaire soit retiré prématurément? Si la chef économiste du FMI juge bon de préciser, est-ce que le risque existe? Oui, parce qu'il y a quelques voix montantes, comme dit le roi de Gallo, qui ont dit que le whatever it takes, il fallait que ça cesse, et que voilà, il fallait mettre des limites. Mais il y a aussi énormément de voix qui s'élèvent au sein de la BCE et au sein de la Commission européenne pour dire que le risque de trop en faire est infime. Donc je ne suis pas tellement inquiet qu'on enlève les plans de relance trop vite. Déjà, le constat de base, c'est que ils en ont fait vraiment beaucoup aux États-Unis, on en a fait beaucoup moins en zone euro. Donc on a encore du potentiel. Et la mise en place de plus va être effectivement très longue, puisqu'il y a des conditions pour recevoir ce qui a été prévu par les plans de relance de la Commission européenne. Il y a des conditions sur comment je vais dépenser cet argent. Donc il faut mettre tant dans le numérique et la 5G, tant dans l'environnement. Pour la France, il y a des conditions spécifiques de volonté de retourner vers l'équilibre budgétaire. Il y a vraiment des conditions extrêmement précises qu'il va falloir respecter. Donc oui, ça va être long, ça va être inéquitable. Je suis d'accord sur le inéquitable, il faut faire attention à ça. Là, je pense notamment à la problématique du vaccin. Admettons qu'on ait un vaccin aujourd'hui qui soit homologué, approuvé, etc. Vous avez les grandes puissances développées qui ont déjà commandé plus de doses que ce qui est totalement produit aujourd'hui. Donc, quid des pays émergents ? Et ce vaccin, à mon avis, il va être plus long que prévu à arriver. On a eu des annonces qui ont été extrêmement positives et optimistes de la part de politiques. Bon, Trump, j'en parle même pas, mais de manière générale, on avait quand même un consensus optimiste sur l'arrivée d'un vaccin fin 2020, début 2021. On a eu AstraZeneca qui a mis en pause ses essais, maintenant c'est Johnson & Johnson. Moderna avait trouvé un vaccin courant de l'été, et puis finalement non. Donc les grands laboratoires, on sent, tâtonnent. Une fois qu'ils auront passé la phase 3, on va probablement l'inoculer au personnel hospitalier. Il y aura besoin probablement de plusieurs doses. L'efficacité sera à discuter. Ouais. Donc tout ça, c'est extrêmement long. Et surtout, avant que la population accepte de se faire vacciner massivement, ça va être très très long. Enfin, ça va durer au moins sur l'ensemble de l'année 2021. Donc oui, le processus de reprise est très long. Les plans de relance à se mettre en place sont très longs également. Les plans de relance, c'est ce qui, on va dire, motive le marché aujourd'hui. Aux États-Unis, globalement, vous voyez les discussions entre le camp républicain et Pelosi. Dès que c'est oui, qu'on a l'impression que tout le monde est ensemble, le marché monte. C'est comme le plafond de la dette, c'est pareil. Voilà, impossible de faire une stratégie d'investissement avec ça. Mais globalement, oui, ça va être long, irrégulier et inéquitable. Ouais. Sauf qu'aux États-Unis, si, on est quand même convaincu qu'il y aura quelque chose. Et quelque chose d'une ampleur qui sera sans doute à la hauteur de la crise que traverse le pays. En Europe, vous êtes en train de nous dire que déjà c'est en train de patiner, déjà on est en train de s'enliser dans des conditions, des règles qu'on va mettre en place. On a vécu tous le moment enthousiasme, 18 mai, Macron-Merkel qui annonce le plan, validé ensuite par les chefs d'État et de gouvernement. Là, c'est en train de s'évanouir un peu, vous dites, Alexandre ? Ce plan-là, aujourd'hui, en plus, c'est 400 milliards de mémoire qui est prévu. Ouais. Donc vous voyez par rapport juste à ce que Biden annonce en campagne, alors 1,8 trilliard, 2 trilliards, on est sur des niveaux quand même beaucoup plus importants. Même rapporté au PIB, enfin je veux dire, on n'est pas du tout sur la même échelle. Non, absolument pas. Et puis après, ce qui peut se passer aussi, peut-être que la BCE a encore une carte dans sa manche, alors là aussi elle va être difficile à mettre sur la table, mais le programme d'urgence,
le programme d'achat d'urgence lié à la pandémie, il se dit qu'il penserait à le mettre de façon permanente comme le quantitative easing. Sauf que ça pose pas mal de problèmes constitutionnels et réglementaires, puisque le programme d'urgence ne bénéficie pas du tout au même pays que le quantitative easing. Donc pas les mêmes règles. C'est pas les mêmes règles. Dans un cas, vous avez un pays, et dans l'autre, vous avez une union. Donc forcément, dans l'union, tout va beaucoup plus lentement. Oui, sauf que je trouve que... Igor de Mac, les limites du whatever it takes, est-ce qu'il faut déjà en parler alors qu'on n'est même pas encore sorti de la crise? Ça fait quand même depuis Lehman Brothers qu'on nous dit on va vous les retirer, puis on n'a jamais rien retiré, puisque en gros, jusqu'à il y a très peu, on ne fait que augmenter les déficits budgétaires, les plans de relance. Je ne sais pas le quantième plan de relance on a fait localement, internationalement, aux États-Unis. Certains estiment qu'on n'en fait pas assez aujourd'hui. En fait, certains disent tout cet argent, il était là avant, pourquoi on ne l'a pas utilisé et pour qui? C'est toujours le problème de faire du déficit où on découvre des milliers de milliards. Et quand vous mettez votre bulletin dans une urne et que vous êtes quelqu'un de déconnecté ou de ne pas connecté à ce monde-là, ça pose vraiment des sujets parce qu'on se dit mais pour régler le problème de la faim, pour régler les inégalités sociales, on les a pas levés ces fonds. Et il faut quand même avoir ça en tête, c'est que c'est toujours dans l'urgence et puis c'est toujours pour sauver un tissu économique plutôt grandes entreprises ou de moyennes, mais sans rentrer là-dedans. Politiquement, c'est compliqué à assumer jusqu'au bout. Moi, je trouve que politiquement, c'est difficile parce que d'abord, ça crée quand même des déséquilibres dans les finances publiques. Et ensuite, l'aspect positif, je veux dire politique en Europe, il faut quand même qu'il y ait un aspect positif, c'est que l'Allemagne a quand même reculé sur sa doctrine budgétaire, qui était quand même un frein, comme l'Allemagne a reculé après Lehman Brothers sur la solidarité financière des États membres. Après, Alexandre l'a dit, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lent. Ça avait été assez rapide au début de la crise, la réponse de l'Europe. Oui. Et là, ça repatine parce que les situations des pays vont différer et les demandes vont aussi différer. L'urgence est moins présente. Jusqu'à présent. Ça dépendra aussi du Covid. C'est lui qui nous pilote aujourd'hui. Ouais, mais on verra effectivement les propos d'Emmanuel Macron demain soir, voir où est le niveau d'urgence aujourd'hui en France. Pour moi, c'est oui. On va rentrer dans la question d'exécution. Et en Europe, c'est plus compliqué. Parce que c'est pas un seul pays. Et c'est vrai que sur la partie relance, efficacité de l'entraînement, de l'investissement public aux États-Unis, où vous avez quand même eu beaucoup d'innovations. Parce qu'aujourd'hui, le plan de relance, son grand pari, c'est d'essayer de relancer l'innovation en Europe pour avoir un effet d'entraînement qui fait que derrière, notamment sur la partie green tech, sur un certain nombre de points sur lesquels l'Europe est en leadership, et sur lequel il faut qu'on le conserve et qu'on crée des géants européens de telle façon à avoir un effet d'entraînement, c'est là où tout se joue. Et c'est vrai que sur la partie exécution, on peut être un peu plus prudent par rapport aux États-Unis qui, eux, ont réussi historiquement à avoir une assez bonne coordination entre public-privé. Parce que le grand danger pour moi des plans de relance à haute dose, c'est que le privé ne fasse plus rien, ils attendent les plans de relance. Et donc vous avez une étatisation de l'économie, et ça on sait à quoi ça mène, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'innovation. Avec des plans de relance, il faut que ce soit ciblé, temporaire. Et sinon, vous avez des effets d'éviction énormes. Et vous avez les petites boîtes ont un mal fou souvent à profiter de ces plans de relance, puisqu'il faut faire des demandes, il faut avoir des autorisations, il faut avoir une certaine taille. Donc c'est vraiment une question d'exécution. La relance permanente, c'est aussi contre-productif. Ah bah oui, mais on est en plein débat. Est-ce qu'il faut mettre une limite au whatever it takes? En général, vous soutenez ce qu'on disait, des entreprises relativement matures qui ont du mal à créer la génération d'après. Voilà. Le fait de tout le temps être en relance, c'est qu'au final, on n'est plus dans un système de relance. C'est comme la politique monétaire. À force d'avoir des taux zéro, on ne peut plus dire qu'elle est accommodante. Elle est devenue à taux zéro éternellement. Et si on relance éternellement, on crée du déficit éternellement. Donc on n'a pas de phénomène d'accélération. On tire sur la planche à billets. Mais tant que le système d'épargne mondial le permet, c'est-à-dire que vous avez des investisseurs qui le financent, ça ne pose pas de problème. Voilà. Un mot du marché pour finir, peut-être, Alexandre. L'idée d'une rotation, est-ce que c'est une probabilité qui augmente d'avoir une rotation sectorielle de marché qui soit un peu plus que la rotation d'une journée ou d'une semaine? On l'a dit un petit peu au début. Je pense qu'une rotation sectorielle dans son ensemble, ça me
ça me paraît peu probable. C'est-à-dire que dans un monde où vous restez quand même avec une croissance relativement faible et relativement rare, les entreprises qui produisent de la croissance vont continuer de se payer cher, voire très cher, voire à des valorisations complètement folles. Peut-être que le raisonnement sectoriel aussi, en tout cas c'est l'impression que le marché donne, est un peu passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on raisonne sous forme de thématique. On parle de la thématique green, de la tech, mais il y a plein de choses dans la tech. Il y a aussi la nouvelle tech, la robotisation de l'industrie, le cloud. Et ça, c'est transsectoriel. C'est complètement le green, ça peut être de la tech, des énergies renouvelables, de l'industrie, de la construction. Et même des matières premières. Même dans l'énergie. Vous avez une société qui s'appelle Neste Oil, qui est dans le secteur de l'énergie. Ça n'a rien à voir en performance depuis 5 ans avec ce que vous avez sur Royal Dutch ou Total. Parce que il y a quelqu'un qui a pris le virage du renouvelable. Voilà. Et vous avez ça dans quasiment tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Et si on réfléchit en termes de thématique, alors, en termes de Alexandre thématique, en macro, on en a parlé un peu. La thématique de la construction, notamment de la construction verte, ça repart assez fort. Et en bourse, ça fait des performances quand même... presque délirantes, oui. Voilà. Très intéressantes, disons. Vous avez McPhy qui fait une augmentation de capital, là, ce soir, 150 millions d'euros. C'est 700% de hausse sur un an. Oui. C'est une petite valeur. Hein. Oui. C'était une petite. C'était une toute petite. Quoi, petite. 400, 500 millions 500 millions maintenant. Avec l'augmentation de capital, ça va faire 650. C'était quand même la seule valeur en France pour jouer l'hydrogène, qui était quand même une technologie identifiée, mais pas encore développé sur un cycle, et maintenant tout le monde veut du McPhy. Il faut mettre à l'échelle. Mais je suis assez d'accord sur les thèmes green, mais on voit qu'il y a parfois, vous retrouvez dans des fonds green Saint-Gobain parce qu'ils font de l'efficience énergétique dans la maison. Et alors quand on voit Saint-Gobain, il y a d'autres problématiques que... ce sont des gros pollueurs, mais ils apportent des solutions. Ce que je veux dire, c'est que dans la collecte et les flux, c'est sûr que les thèmes green aujourd'hui, c'est dans la collecte, dans les fonds communs de placement. Ce qui attire les investisseurs finaux ou aujourd'hui les investisseurs institutionnels, c'est ce thème. Pour conclure, Pierre-Alexis. Non, mais ce qui est dur aujourd'hui, quasiment toutes les grosses entreprises ont du green dans leur division. Sauf qu'ils perdent énormément sur d'autres parties. Et ce qui est compliqué, c'est de trouver des sociétés qui aient un vrai effet de levier sur du green. Et un effet de levier positif. Et McPhy est une société. Et ça, vous le retrouverez plutôt dans le segment des petites et moyennes valeurs. Il ne faut pas se leurrer. On s'arrête là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup. Pierre-Alexis Dumont, responsable de la gestion actions et convertibles de Groupama Asset Management. Alexandre Taïeb, gérant chez Sycomore Asset Management. Et Igor Dema, conseiller en gestion chez Vital Épargne, étaient les invités de Planète Marché dans Smart Bourse ce soir.